Physique. Qu'est-ce que c'est que ça, Étienne Klein? La philo-physique. Non, C'est le sens de la provocation. Hein. non, pas du tout. On sait tous que la physique et la philosophie sont deux disciplines séparées, et c'est très bien comme ça. Il ne s'agit pas de proposer qu'on construise des ponts entre elles ou qu'on essaie de viser une sorte de concordisme entre les idées des philosophes et celles des physiciens. Il s'agit simplement de remarquer qu'il y a un petit nombre de questions qui intéressent les physiciens, qui intéressent les philosophes depuis parfois beaucoup plus longtemps. Et les résultats que les physiciens obtiennent peuvent modifier la façon de penser certaines questions philosophiques. Alors, par Je exemple, donne deux exemples. On a détecté plutôt les ondes gravitationnelles en 2016 pour la première fois. Elles avaient été prédites par Einstein en 1916. et alors, quelle question On a philosophique détecté le boson de Higgs. Attendez, quelle est la question philosophique que les ondes gravitationnelles fait surgir? Ça a été prédit par une théorie d'Einstein qui remet en cause les conceptions classiques de l'espace et du temps. Et Einstein a mis sur pied cette théorie à une époque où on a parlé de Big Data tout à l'heure, il n'y avait pas de données. À l'époque où Einstein écrit ses équations, qu'est-ce qu'on sait sur l'univers? On ne sait pas qu'il est en expansion, on ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre, on ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent, on ne connaît en guise d'objets célestes que les étoiles, les planètes et les comètes, c'est tout. Et Einstein trouve les bonnes équations. Un siècle après, on a beaucoup de données, et on utilise, quand on fait de la cosmologie, toujours les mêmes équations. Ça veut dire que ces équations ont une forme de solidité qui permet de dire non pas qu'elles décrivent le réel, non pas qu'elles sont vraies, mais on ne peut comprendre leur efficacité que si on suppose qu'elles ont à voir avec quelque chose qui a à voir avec le réel. Ouais, je suis prudent. Et donc, il faut essayer de faire parler ces équations pour qu'elles nous disent ce qu'on pourrait penser du temps, ou ce qu'elles diraient du temps, si elles pouvaient parler. Est-ce que le philosophe André Comte-Sponville est convaincu par l'idée du physicien philo-physique? Je suis d'autant plus convaincu de l'idée que je regrette qu'Étienne Klein n'aille pas jusqu'au bout de son cheminement. Parce qu'il fait un livre très intéressant sur le rapport, l'articulation entre la philosophie et la physique, montrant que ce sont deux choses différentes, nécessaires toutes les deux, mais qui peuvent s'articuler. Mais on aimerait en savoir plus sur la philosophie d'Étienne Klein. Quand vous disiez « je suis très prudent », c'est vrai, mais finalement, des fois, je regrettais qu'il le soit à ce point. Alors, Parce que c'est quoi la philosophie de Klein? la physique peut déboucher sur des conséquences philosophiques, mais dès lors qu'Étienne Klein s'est donné une compétence philosophique tout à fait avérée, il est dommage qu'on n'en fasse pas davantage sur la je ne parle pas en philosophie. philosophe. En fait, l'idée, c'est de se placer entre, comme dirait François Julien. Et on n'est pas dans la physique, on n'est pas dans la philosophie. On prend simplement une question et on essaie de solliciter les disciplines dont on pense qu'elles doivent participer à l'élaboration de la question. Par exemple, le temps. On en a souvent parlé avec André Comte-Sponville. Le temps, Heidegger en parle, Aristote en parle, Kant en parle, beaucoup de philosophes en parlent. Mais les physiciens aussi en parlent depuis Galilée. Mais vous ne pensez pas le temps de la même manière ou... Non, mais par exemple, justement, c'est la question à poser. Heidegger, pour prendre un exemple, et Einstein parlent du temps. Question, est-ce qu'ils parlent de la même chose? Si la réponse est oui, très bien. Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot? Si la réponse est oui, ils parlent de la même chose, est-ce qu'ils disent la même chose? Si la réponse est oui, ça m'étonnerait. La réponse est non. Hein, et la réponse est non, à qui j'accorde de la confiance? À qui j'accorde du crédit pour parler du temps? Et moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de créer cette tension à propos de notions qui sont dites par des mots très anciens, alors que ce qu'on met derrière ces mots n'a cessé d'évoluer. Pareil pour le vide. Quand je lis une phrase de Démocrite sur les atomes et le vide, évidemment, je rétroprojette dans le vide dont il parle ce que moi je sais du vide. Et là, je fais un contresens. Parce que je crois qu'il faut être un très bon philosophe et un très bon philologue pour être capable de penser ce que pensait Démocrite lorsqu'il pensait le vide. Il n'y avait pas la notion d'espace newtonien, etc. Et donc, je trouve qu'on a tout intérêt, André et moi, à discuter. Il a dit tout à l'heure, penser, c'est penser au plus près de soi. Mais parfois, il faut aller très loin. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de Paul Claudel, parce que André Comte-Sponville cite beaucoup Clément Rosset. Il y a d'ailleurs un chapitre qui lui est dédié. Clément Rosset cite Paul Claudel disant que les choses qui existent sont importantes. C'est une phrase banale et en même temps très profonde. Les choses qui existent sont importantes. Les ondes gravitationnelles existent, c'est important pour la pensée. Le boson de Higgs existe,
c'est important pour la pensée. Leçon philosophique du J'ai dit que la physique est une machine à contredire nos observations les plus spontanées des phénomènes que nous observons. Par exemple, qu'est-ce que je pense avoir fait en aspirant du jus d'orange? Eh bien, j'ai l'impression que le liquide s'est accroché à l'air que j'ai aspiré et qu'il y a une sorte de force qui l'a fait monter à l'intérieur de la paille. Comment interpréter l'existence ou l'apparition de cette force? Eh bien, en raisonnant comme les anciens faisaient, c'est-à-dire en disant que la nature a horreur du vide. En aspirant dans la paille, je crée un vide que la nature déteste. Elle demande donc au liquide de monter dans la paille pour empêcher la formation de ce vide qu'elle déteste. Alors, les anciens qui disaient cela avaient toutes sortes d'arguments. Par exemple, ils avaient remarqué que si je prends deux plaques parfaitement lisses et planes, par exemple de verre ou de métal, je peux les faire glisser l'une sur l'autre sans difficulté. Par contre, si je les écarte, je sens une résistance beaucoup plus grande, l'opération est beaucoup plus difficile, et l'explication que je peux en donner, c'est que la nature, ayant horreur du vide, résiste à cet écartement qui créerait l'apparition d'un certain vide. Autre exemple qu'utilisaient les doctes du Moyen-Âge, quand je prends une bouteille d'eau et que je la place dans un froid intense, elle casse. Le gel casse la bouteille. Explication. On pensait à l'époque que la glace occupe moins de volume que l'eau liquide, ce qui est une erreur d'ailleurs, et donc la nature, là encore, demande à la bouteille de se casser pour empêcher la formation d'un vide qui apparaîtrait si l'eau se mettait à geler. Ça fait penser d'ailleurs à une formule très poétique de Gaston Bachelard qui disait « Le vide est comme un facteur d'anéantissement apportant dans toute substance la contagion de son néant ». Il exprimait là l'idée que le vide se manifeste en détruisant par lui-même toute occasion qu'il aurait de se manifester concrètement. En fait, au début du XVIIe siècle, un certain nombre de grands savants comme Galilée et Torricelli en Italie et Blaise Pascal en France ont montré que cette explication est complètement fausse. En fait, il existe une pesanteur de l'air, la pression atmosphérique, qui est l'équivalent d'une masse de 10 tonnes qui appuierait sur n'importe quelle surface d'1 mètre carré au niveau du sol. Il y a une pression de l'air du haut vers le bas. Et quand on tient compte de cette pesanteur de l'air, on ne croit plus à cette existence d'une horreur que la nature aurait pour le vide. On doit au contraire considérer que cette pression est tellement forte qu'elle fait que l'air s'infiltre dans n'importe quel interstice qui est laissé à sa disposition, de sorte que le vide est empêché facilement d'apparaître, ou plutôt est empêché d'apparaître facilement. Et comment interpréter ce que j'ai fait tout à l'heure en buvant du jus d'orange avec une paille? En disant tout simplement que cette pression de l'air appuie sur la surface du liquide, de même qu'elle appuie sur la surface du liquide qui est dans la paille quand je n'aspire pas dans la paille. Mais si j'aspire dans la paille, je crée à l'intérieur de la paille une dépression qui fait que la pression du haut vers le bas va faire monter le liquide du bas vers le haut. Et donc il y a une sorte d'inversion du raisonnement. Et cette découverte qui a été faite au XVIIe siècle a produit une sorte de basculement dans l'histoire de la physique et a eu des conséquences dans des domaines assez inattendus. Par exemple, Blaise Pascal a écrit un petit texte dans son traité du vide qui est relatif à l'allaitement des nourrissons. Il écrit que finalement, quand un nourrisson tète le sein de sa nourrice, eh bien, c'est la pesanteur de l'air qui propulse le lait dans la bouche du nourrisson. Il écrit ceci: quand un enfant a la bouche alentour du bout de la mamelle de sa nourrice, quand il suce, il attire le lait. Cela vient de ce que la mamelle est pressée de tous les côtés par le poids de l'air qui l'environne, excepté en la partie qui est dans la bouche de l'enfant. Fin de citation. Ainsi donc, un bébé qui tète un sein n'aspire pas le lait, sa bouche se contente de recueillir la précieuse substance qui est propulsée grâce à la présence pressante de l'atmosphère terrestre. Et maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous avez remarqué qu'un certain nombre d'animaux sont capables de boire de l'eau qui est beaucoup plus basse que leur estomac. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la girafe, dont le cou a une hauteur de l'ordre de 2 mètres à 2 mètres 50. Comment fait-elle pour aspirer de l'eau sur une hauteur aussi grande? On a envie de penser qu'elle utilise son cou comme une paille. Mais un simple calcul montre que la dépression qu'elle devrait installer dans son propre cou pour que l'eau puisse monter d'une hauteur aussi grande est tellement forte que la trachée artère ne supporterait pas la pression extérieure venant de l'air qui l'entoure. Et donc elle a dû inventer, si on peut dire, un autre moyen.
La question que je vous pose est, quel est ce moyen? Je vous laisse réfléchir là-dessus.